On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le conseiller sortant de Saint-Eugène, Jean Fontaine, qui sollicite un 5e mandat et cette fois-ci aux côtés de l'équipe André Bouchard. Mais d'abord, parlons de la situation économique à Saint-Jean-sur-Richelieu. Malgré la COVID, création de 80 entreprises. Parlons d'économie, parlons aussi des effets ou non de la pandémie sur le développement économique sur le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu l'an dernier. Et parfois, avec quelques chiffres, ça nous permet de mieux comprendre. On en discute à l'instant avec Sophie Latour, qui est chef de division développement économique à la ville de Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, de ce que je comprends, on a un bilan, somme toute, assez stable, c'est-à-dire qu'on a eu, oui, la création de 80 nouvelles entreprises, mais il y en a aussi 85 qui ont fermé. Donc, au final, on a une balance négative d'à peu près moins 5, mais dans les circonstances, c'est quand même pas trop mal. Effectivement, c'est même positif, là. Ouais. Il y avait beaucoup de craintes au début de la pandémie, tout ça. Fait que quand on fait l'état de situation, bien, il y a la mise en place des programmes fédéraux, provinciaux. Ouais. Alors, c'est certain que ça a permis d'atténuer, mais 2021 va être une année quand même tranchante, là. Je pense qu'on va pouvoir avoir vraiment la situation qu'aura générée la pandémie. Mais il faut dire que les entreprises sont très, très résilientes puis se sont rapidement adaptées au changement, là. Tout l'achat en ligne, tout ça, là, nos commerçants, là, nos entrepreneurs se sont vite revirés de bord, comme on dit, là. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme exemple, peut-être, qui nous viendrait en tête sur ce qui a été fermé ou ouvert là, dans la dernière année? Bien, on a, si on regarde juste dans le Vieux-Saint-Jean ici, on a plusieurs... il y a des cafés qui ont ouvert. Ouais. Fait que ça amène une nouvelle dynamique. Fait que ça, c'est hyper intéressant là, pour le Vieux-Saint-Jean. Il y a eu une reprise de commerce aussi. Café Lala aussi qui a ouvert sur le boulevard Séminaire. Donc, on voit l'esprit entrepreneurial là, qui se poursuit, là. Dans ce qui s'est fermé dans la dernière année, c'est quoi? C'est des restos, c'est des petits commerces? Il y en a dans le secteur aussi, parce que quand on parle de commerce, ça inclut aussi services et bureaux. Fait qu'il y a eu certains... fait que c'est pour ça que c'est quand même très large, là, quand on parle du secteur commercial. Dans les fermetures, on a aussi dans le Vieux-Saint-Jean, il y a des bars qui ont fermé. On a 3 bars quand même importants qui étaient des institutions à Saint-Jean qui ont fermé leurs portes. Des bureaux aussi. On a eu... Mais je vous dirais qu'il n'y a pas eu de commerce très, très niché ou même de services. Il y en a qui cherchent de la relève, qui n'ont pas de relève, fait que tranquillement, pas vite, qui cessent leurs activités, là. Mais en même temps, il n'y aurait pas eu de pandémie qu'on aurait pu avoir un bilan aussi similaire à celui-là, dans le fond. Actuellement, oui, on peut dire ça, effectivement. Bon, les locaux vacants, est-ce qu'il y en a beaucoup, un peu, énormément? Ça ressemble à quoi? C'est sûr que là, nous, on a la vue ici du centre-ville, qui est un cas en soi, mais quand on regarde à la grandeur de la ville en ce moment, est-ce qu'il y a beaucoup de locaux à louer? Je vous dirais que ça dépend des zones commerciales. Il y a des zones commerciales que le taux de vacances est autour de 2-3 %, alors qu'on a d'autres qui sont à des pourcentages plus élevés. Ça va dépendre vraiment de la dynamique du secteur commercial. Si on regarde, par exemple, dans le secteur Omer Marcil, le pôle régional, le taux de vacances est quasi inexistant. Ouais. Dans d'autres coins aussi où il y a eu... Puis il faut considérer aussi qu'il y a des nouvelles constructions qui viennent changer la dynamique aussi commerciale. Dans le Vieux-Saint-Jean, on est autour d'un taux de vacances là, de 15 % au niveau... alors qu'on a déjà été beaucoup plus haut que ça. Fait que ça aussi, puis on catégorise toujours, parce que si on regarde le taux de vacances avec le bureau, c'est différent aussi, parce que les bureaux, on va aussi les implanter à l'étage. Ouais. Alors que quand on regarde au niveau commercial pur, on est beaucoup plus au rez-de-chaussée, bien entendu, là. Alors, le taux de vacances, c'est quand même beaucoup de pieds carrés ou de mètres carrés, mais répartis dans différentes zones. Il n'y a pas du tout la même dynamique là, dans des commerces, dans nos pôles, je vous dirais, commerciaux régionaux. Il y a beaucoup plus de dynamisme que dans certains pôles de proximité où là, les services de proximité fonctionnent bien, mais du commerce qui génère plus de destination va être différent, là. Et ça, je présume que les stats doivent inclure également toute la zone du Carrefour Richelieu en tant que tel. Oui, exactement.
Parce que quand on regarde les centres commerciaux, puis tu sais, on verra la suite aussi post-pandémie, mais on a comme l'impression qu'il y a comme une transformation. Je prends un exemple qui me vient en tête, c'est l'ancien magasin Sears. Je pense que Westcliff eux-mêmes savent très bien qu'ils ne pourront jamais probablement louer ça à un seul commerçant pour opérer une grande surface qui va peut-être se diviser en 2 ou en 3, ou peut-être qu'un jour, il y aura un usage tout à fait autre qu'un usage commercial. Donc, il y a comme une transformation aussi qui s'opère. Oui, là-dessus. Puis, justement, on discute aussi avec nos partenaires comme le Westcliff, le groupe Westcliff, au Carrefour Richelieu, pour regarder l'avenir. Parce qu'effectivement, il faut que ça se redéfinisse, là. C'est un site stratégique très bien localisé, mais effectivement, la demande est beaucoup plus à des petites superficies qu'à des très, très grandes superficies avec le commerce en ligne. Fait que il y avait une mutation, elle était déjà là avant la pandémie. Mais là, vraiment, c'est exacerbé. Puis c'est certain que, comme ville, il faut regarder l'avenir avec ces acteurs-là du milieu, là. Puis quand on regarde au niveau des espaces de bureaux, est-ce qu'on appréhende que post-pandémie ou quand les baux vont venir à échéance, que les besoins risquent de se modifier avec le temps sur le nombre de pieds carrés qu'on a de besoin? Autrement dit, est-ce que le télétravail aura ultimement un impact sur les pieds carrés disponibles pour les espaces de bureaux? Ça, je vous dirais que c'est très partagé. Je participe à différentes tables de discussion. Je pense qu'il y a selon les tendances qu'on voit, là, c'est à peu près un 20 là, d'espace là, qui devrait être un 20 du temps qui va être dédié au télétravail. Mais quand même, en termes de superficie d'espace, il y a deux tendances qu'on voit, là, qu'on voit émerger, là, dire que les organisations vont avoir besoin quand même de pieds carrés pour créer des nouvelles aires pour les employés, des aires beaucoup plus fonctionnelles, aptes à échanger tout ça, et d'autres qui pensent que ça pourrait descendre jusqu'à 40 du temps en télétravail. Fait que, tu sais, on est encore là en transition là-dessus, mais comme ville régionale, tu sais, troisième banlieue, là, souvent on appelle Saint-Jean, c'est certain que les bureaux satellites, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de documenter un peu, puis de voir comment on pourrait peut-être jouer nos cartes dans ce segment-là, là. Parce qu'il y a un autre phénomène aussi. Bon, on le sait, il y a quoi? Normalement, c'est quoi? C'est le tiers de la population active qui travaille à Montréal, ou à peu près? Oui, à peu près. Là. On est là-dedans. Oui, oui. Des fois, je me dis, si ces gens-là qui travaillent à Montréal ont une formule un peu hybride, du genre, ils vont à Montréal, mais 2 jours par semaine au lieu de 5, les 3 autres jours, ils les passent physiquement dans la région. Ça aussi, ça peut avoir une forme d'impact sur l'économie. Bien, très positive même. Puis on l'a vu justement pendant la pandémie. Certaines entreprises, certaines boutiques nous ont clairement dit qu'il y avait des nouveaux clients, puisque c'était des clients qui allaient consommer à l'extérieur. Et comme ils étaient en tout temps à Saint-Jean, dans leur maison, bien, c'était comme des nouveaux clients qui venaient dans leur boutique, alors que pour des produits similaires, bien, ils allaient à Montréal ou dans d'autres zones. Qui au complexe Desjardins puis qui, sur l'heure du midi, by the way, allait s'acheter une paire de souliers. Alors que là, aujourd'hui, ben, s'il ne va plus à Montréal depuis des mois, ben, son besoin est encore là. Donc, il va l'assouvir ici, dans une boutique locale. C'est là que c'est des opportunités. Donc, l'importance aussi quand on a travaillé avec les différents partenaires pour faire le plan de relance économique, de bien miser sur toutes les entreprises qu'on a à Saint-Jean pour faire connaître l'offre à ceux qui étaient plus tournés vers l'extérieur. C'est toujours un défi, ça. Là, avec un centre-ville qui est en transformation, des travaux quand même qui durent depuis quelques années, l'entrée nord, l'entrée sud, le pont, éventuellement la rue Richelieu, puis après ça, la rue du Quai, on en a encore pour quelques années. Est-ce que vous sentez un effet... Est-ce qu'il y en a qui retardent l'investissement ou l'ouverture ou au contraire saisissent l'opportunité ou ont des inquiétudes par rapport aux travaux que ça va faire? Je ne sais pas, j'essaie de comprendre un peu dans quoi on s'embarque, puis... Je vous dirais que c'est partagé à ce niveau-là. On le voit avec, entre autres, les travaux là, qui s'amorcent sur Richelieu, parce qu'on parle vraiment... On le sent plus. Mais depuis le tout début des travaux, on a mis en place, nous, les programmes d'aide à la rénovation des immeubles, façades et des suites commerciales. Puis on a vu que, indépendamment des travaux, les gens là, se préparaient à ça, là. Puis on a parlé des travaux, les entreprises
nos commerçants se préparent aux travaux. C'est certain que la pandémie, là, elle vient quand même changer un petit peu la donne, là, mais les espaces publics ont rayonné d'autant plus. Là. Ont pris leur juste part là, dans comment vivre sa ville et tout ça, avec tous les aménagements qui ont été réalisés par la Société de développement, avec la collaboration de la ville, bien entendu. Fait que ça, c'est un élément important puis qui vient encore plus donner sa place au centre-ville comme espace distinctif, dynamique, avec son offre commerciale. Là. Est-ce qu'il y a des mesures d'atténuation pour les commerçants avec des accès sur Champlain ou des trucs balisés ou je ne sais pas, est-ce qu'on va marcher sur des 2x4 pour se rendre chez nous? Je ne sais pas, mais ça va ressembler à quoi, dans le fond, l'impact des travaux sur les commerçants, surtout pour le centre-ville? Bien, c'est certain qu'en tout temps, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les commerces sont accessibles. Ouais. C'est certain qu'il peut y avoir des petites embûches, il peut y avoir des passerelles d'aménager, mais en tout temps, l'entrepreneur doit s'assurer de maintenir l'accessibilité au commerce. Ouais. Puis, comme ville, nous, on met des mesures en place en termes de signalisation pour améliorer la signalisation. Il va y avoir un plan de communication qui va se déployer pour encore mieux informer la population. Puis, des petits trucs comme les gens qui sont vraiment dans la zone de chantier, le lavage des vitrines à toutes les semaines, c'est effectué via l'entrepreneur. Fait que des mesures comme ça pour donner un petit répit puis s'assurer d'avoir, malgré les travaux, indépendamment des travaux, le meilleur environnement commercial quand même. Là. Bon. Qu'en est-il pour ce qui est des emplois? Parce que tantôt, on faisait un peu la balance commerciale des commerces qui ont fermé ou des espaces versus ceux qui ont ouvert. Qu'en est-il au niveau de l'emploi? En 2020, on l'a pas documenté, l'emploi. Il y a beaucoup trop de fluctuations. Il y a eu, pour que les commerces restent viables, il y en a beaucoup qui ont modifié leurs heures d'ouverture, qui ont fait des mises à pied qui sont, somme toute, temporaires. On a quand même un gros pan de notre économie là, qui est encore au ralenti. Toute la restauration, les bars, les centres de conditionnement physique. La restauration à Saint-Jean, là, c'est de mémoire, là, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est autour de 150 restaurants. Fait que c'est certain qu'il y en a beaucoup là-dedans qui sont au ralenti, même s'il y a le take-out, les commandes pour emporter, ça roule au ralenti. C'est difficile d'avoir des statistiques qui parlent avec un contexte comme ça. Exactement. Puis même dans le commerce de détail, pour maintenir leur rentabilité, bien, ils ont réduit leurs heures, ils ont réduit le personnel. Donc, on n'était pas en mesure d'avoir quelque chose là, de fiable. Là. Mais au final, on s'en sort quand même pas trop mal pour la dernière année. Tout à fait. C'est le message envoyé. Là. Sophie Latour, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Restez avec nous. Au retour, on discute politique municipale. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Simon Bédard de Hockey Le Magazine en première partie. En deuxième, le combattant joannais Michael Dufort est avec nous. Qui risque d'avoir peut-être besoin de nous autres, on François. l'espère. Ouais, manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. L'automne prochain, il va solliciter un 5e mandat de conseiller municipal dans le district numéro 4, Sainte-Eugène. Il est devenu vraiment senior, malgré son jeune âge. C'est Jean Fontaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Quel âge déjà? J'ai 47. 47. Mais dans ma tête, 28. Puis déjà 4 mandats de fait. Oui. Donc, élu en 2005, à quel âge? J'avais 38, je pense. Non, j'ai commencé à 28, à 31. 31 ans. 31 ans, oui. Bon. Pourquoi continuer? Parce que, tu sais, des fois, après 2, puis 3, puis 4, on pourrait dire, bon, ben regarde, j'ai fait le tour
fait le tour de la maison. Puis pourquoi solliciter un 5e mandat? Plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai pas aimé le mandat qu'on vient de passer. Là. Je pense qu'il faut qu'on... J'ai le goût de me représenter justement pour que je sois présent dans mon district, puis je ne veux pas le laisser aller, ça c'est un. Deux, j'ai encore plein de défis. Tu sais, Saint-Eugène, c'est pas un quartier clé en main. Il y en a plusieurs quartiers dans la ville que c'est quasiment clé en main, que les infrastructures sont faites. Ouais. Chez nous, il y a tellement d'infrastructures à faire, de un. Puis deux, il y a tellement de beaux dossiers aussi de grandes villes qui s'en viennent que j'ai le goût de faire partie de ça. Bon, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans le dernier mandat? Bien, la chicane. Je n'ai pas vraiment besoin de revenir sur qu'est-ce qui est arrivé. Je veux dire, moi, je ne veux pas quitter la politique sur cette note-là. Moi, je veux quitter la politique dans un conseil qui va fonctionner, qui va être à l'écoute des gens, puis qui va livrer la marchandise. Je ne veux pas quitter dans un contexte comme ça. Bon, quand on remonte dans l'histoire, le premier mandat en 2005, vous vous étiez présenté avec l'Action civique de Jean Lamoureux. 2009? Action civique. Encore une fois? Oui. C'était Jean Lamoureux aussi? Bien, Jean Lamoureux ne s'était pas présenté en 2005. On était juste 4 candidats. Juste 4 candidats, pas de candidats à la mairie. C'est vrai. En 2009, avec Jean Lamoureux, oui. 2013? Vision Legrand. Avec Stéphane Legrand. 2017, indépendant. Oui. Et là, cette fois-ci, avec l'équipe André Bouchard. Oui. Pourquoi? Bien, quand vous regardez mon passage en politique, c'est que j'aime mieux me présenter en équipe. C'est plus facile. On gère quand même 180 millions de budget. Donc, il faut qu'il y ait une vision. Il faut qu'on s'en aille à quelque part, qu'on se fixe des objectifs. Puis quand on est en équipe, bien, on se parle beaucoup plus que quand on est indépendant. Fait que c'est ça l'histoire. En 2017, donc, réélu comme indépendant, Marco Savard et Mélanie Dufresne également étaient indépendants. Tous les trois, vous avez appuyé brièvement le maire Laplante, mais ça n'a pas duré. Pourquoi? Pour plein de raisons. C'est drôle parce que j'écoutais justement cette entrevue-là à laquelle on était venus tous les trois. Puis on avait une longue litanie là, à lui reprocher. Mais moi, ce que je ne digérais jamais, c'est quand il a été dire à la Chambre de commerce, moi, vous savez, là, c'est les citoyens d'abord. Fait que s'il y a un projet, là, puis il y a quelques citoyens qui s'opposent, c'est terminé. Tu peux pas gérer la ville comme ça. Tu peux pas... Tu sais, en politique, c'est plate, c'est difficile. Faut que tu casses des œufs en politique des fois pour des projets. Puis ça, je suis prêt à me battre pour ça, moi. Pourquoi l'aviez-vous appuyé? Je l'avais appuyé parce que je trouvais que c'était un vent de fraîcheur. Tu sais, on sortait vraiment des sentiers battus avec lui. Tu sais, c'est un gars qui est intelligent, Alain. Il est capable. C'est juste qu'il n'a pas été capable de gérer le conseil. Mais à la base, c'est un gars intelligent, ça. Mais il n'a pas été... Intelligence de dossier, oui. Intelligence émotionnelle pour gérer 12 conseillers puis gérer ce que ça fait à la mairie, il l'a pas. Et André Bouchard dans tout ça? Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux, André. Ça fait 15-20 réunions qu'on a avec elle. Là. Et puis, cette dame-là est capable de prendre des décisions, est capable d'écouter les gens, de dire « Ah non, ça, j'ai tort, je vais reculer. » C'est ça, un leader. Tu sais. Elle a toujours été, puis ça va faire une bonne mairesse. Est-ce que Jean Fontaine est un conseiller Teflon? Je dis ça dans la mesure où on dirait que finalement, rien ne lui colle. Là, dans le dernier mandat, ça n'a pas été facile. Vous étiez président de l'Internationale des Montgolfières. Là, publiquement, on a su que vous aviez fait une faillite. Là, après ça, on a essayé de vous coller avec l'histoire des terrains du Carrefour Saint-Eugène qui appartenait à la famille Di Maolo, dont le père était dans les mafias. Puis... C'était un bout de rough. Les médias sociaux aussi vous ont pas laissé tranquille trop? Oui, j'ai trouvé ça dur. Ce bout-là, je l'ai vraiment trouvé ça dur. De l'adversité, je connais ça. Je passais par là. Donc, je suis ressorti plus fort, mais c'est sûr que ça m'a donné un bon coup. Mais là, dans le fond, je revire ça à mon avantage. Vous parlez des médias sociaux. Ce que j'ai commencé à faire, M. Latour, c'est que je me suis dit, c'est-tu moi le problème? Ça fait 3 ans là, qu'on gouvernait. Là, au mois de février, j'ai décidé d'appeler mes citoyens. Après 15 ans, là, en politique, j'ai plus besoin de présentation quand j'appelle chez les gens. Et je fais des appels comme ça depuis février. OK? Et la réaction est très bonne. Fait que c'est ça qui m'a convaincu de continuer aussi, premièrement. Puis deuxièmement, les médias sociaux, ce que ça a fait pour moi, c'est que ça me motive à fond la caisse. Ce que je fais, là, c'est que je fais imprimer quelques petits commentaires négatifs sur moi, puis je les mets sur mon frigidaire. Fait que là, je fais mes téléphones, puis là, à un moment donné, je prends un téléphone un peu plus dur, un autre un peu plus dur, ou une baisse de motivation. Là, je m'en vais prendre un verre d'eau, et là, je regarde sur mon frigidaire, puis là, je me remets à lire ça. Et là, ça me redonne une motivation pour continuer. Fait que je suis rendu à pas mal de téléphones de fait à date, puis ça me motive.
Les médias sociaux, là, est-ce que c'est un frein à la recherche de nouvelles candidatures? Parce que même l'UMQ a soulevé beaucoup d'inquiétudes sur le recrutement de nouveaux candidats pour l'élection municipale au Québec en général, là, pour le mois de septembre, novembre, pardon, à l'automne, en fait, je devrais dire. Mais est-ce que les médias sociaux aujourd'hui sont devenus un frein à faire de la politique? Absolument. Moi, je suis certain qu'il y aurait eu beaucoup plus de gens, des gens que ça leur tentait et qui sont restés chez eux puis qui vont entendre que la vague passe. On est là, dans la vague des médias sociaux. Je pense qu'on a collectivement une réflexion à faire. On est en train de la faire et nous, à la Ville, bien, on a forcé cette réflexion-là avec certains citoyens. Je pense qu'il y a une limite à se faire harceler et à se faire écœurer, pardonnez-moi l'expression. Puis il y en a peut-être des gens qui vont payer pour. Bon. Là, dans Saint-Eugène, on en a parlé même récemment ici, le Carrefour Saint-Eugène, donc on a reçu M. Dumouchel aussi en entrevue. Là, est-ce que ça a avancé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Bien, c'est-à-dire que là, il n'y a plus rien qui peut empêcher le Carrefour, donc c'est à eux à négocier avec des commerçants. Ils sont en train de le faire, ils ne me tiennent pas nécessairement au courant, mais je tiens à leur dire, et ce que je leur ai dit, ce que je leur demande, c'est d'amener des magasins complémentaires. On ne veut pas tuer nos commerces existants, on veut qu'il y ait des commerces complémentaires, puis il nous manque surtout une quincaillerie dans Saint-Eugène. C'est ça qu'on veut. La famille Gagnon est propriétaire d'un terrain. Je leur lance l'appel, qu'ils viennent chercher leur permis de construction, on est prêt. Donc, quincaillerie, épicerie... magasin d'$1, professionnel. Peut-être des boutiques locales. Tu sais, l'achat local, c'est rendu vraiment populaire. Et puis, je suis certain qu'il y a des petites boutiques qui pourraient très bien être desservies dans Mais la Saint-Eugène. première phase du Carrefour Saint-Eugène pourrait commencer quoi? Dans 6 mois, 1 an, peut-être? C'est si ce que tout je va vois. bien, ouais? Oui, c'est ce que je vois. L'horizon, 6 mois, 1 an, là, construction. Puis d'après moi, on va aller magasiner là dans 2 ans. Bon, le parc Joie de Vivre, entre autres, là, qui est assez central, mais il y a le parc Ronald-Beauregard aussi sur le bord de l'eau, où on a l'impression que depuis 1 an ou 2, pas qu'il se passait pas rien avant, mais on a l'impression qu'il se passe plus d'affaires maintenant. Puis peut-être même à la limite que la pandémie a peut-être même un peu aidé à ça, là. Ça commence à bouger un peu. Ça, c'est une réflexion du conseil municipal. Tu sais, c'est pas un petit parc de quartier. Donc, c'est un parc d'envergure, comme le parc des Colibris, puis tout ça. Donc, le parc de Colibris, on a mis beaucoup d'argent là-dedans. Et je pense que les 12 conseillers actuels, et j'espère les prochains, mettront les sous qui manquent. Mais ce qu'on a fait cet hiver et l'autre hiver, c'est merveilleux. Patiner sous des arches illuminées, tout ça, c'est merveilleux. Donc là, dans l'été, bien là, c'est d'asphalter le stationnement. Il y a un chalet des loisirs qui est vétuste. Il n'y a pas de toilettes. Il manque de table de pique-nique. Mon rêve, ça fait combien d'années, M. Latour, je vous parle de faire une terrasse dans le milieu du Richelieu pour qu'on savoure les bateaux. Il pourrait y avoir toutes sortes d'affaires sur cette terrasse-là. On a une offre alimentaire qui s'en vient, des food trucks, puis je veux pas des hot dogs puis des hamburgers, là, je veux de la bouffe santé dans notre parc. Je suis allé là en fin de semaine tourner mon vidéo de campagne. Là. Je croyais pas à ça, le nombre de personnes qui étaient là. C'était pas possible. Mais les gens ont pris le réflexe d'y aller été comme hiver ou automne ou printemps. Donc, visiblement, il y a comme une habitude qui se crée, mais... Comme on dit, il manque encore, même on recevait Mario Bastien des Loisirs qui nous disait, ben, tu sais, bon, c'est ça, il manque des tables à pique-nique. Il y a un enjeu sur la piscine aussi, dont Bastien nous expliquait que la morphologie du sol fait que c'est un peu compliqué et très coûteux remplacer la piscine. Mais là, avec toute la liste de projets que vous avez au programme triennal des mobilisations, est-ce qu'on peut avoir espoir de voir une nouvelle piscine s'installer là? Ah, c'est la question qui tue, ça. Premièrement, on ne peut même pas la reconstruire là parce qu'elle est en zone inondable. Le seul endroit qu'on pourrait la reconstruire, c'est au parc à chiens. Oh là là, vraiment à l'intérieur. Là. Oui, parce que si on ne peut plus construire en zone inondable, à personne, même les villes. Donc, il faudrait faire un petit jeu de domino, là, mais c'est la question à 2-3 millions là, qu'il faut se poser. Je ne sais pas. On verra. On va être citoyens. La campagne, ça sert à ça. Je la pose à plusieurs citoyens qui restent autour. Et puis, je ne sais pas. Là, il reste quoi comme rue à asphalter dans le quartier? Cet été, on va faire Garant et la rue du Bois et Vaughan. OK. Et je consulte les gens sur la rue Royale. Et puis après ça, il m'en restera plus tant que ça. À Saint-Eugène, ils s'en pavent des rues. Je suis vraiment content. Puis, qu'est-ce qui reste comme terrain à développer? Parce qu'on regarde tout le secteur à côté de Rheinmetall, en face du futur Carrefour Saint-Eugène. Là, il y a du développement assez incroyable qui s'est fait là. Mais est-ce qu'il y a encore du terrain à développer? Absolument. Au bout de la 223 puis de Jacques-Cartier, il y a ce qu'on appelle les terres à la tour, on appelle ça comme ça. Il rentre beaucoup de maisons là-dedans. Et moi, je suis à regarder ça. Je sais qu'il y a des négociations présentement entre la famille Ouimet puis la ville pour régler la problématique du champ de tir et développer là. Fait qu'on est en train de négocier. M. Ouimet a des terrains dans ce coin-là. C'est ça, et Beaulac. Et puis, ils sont intéressés à développer, et moi aussi, je le suis. C'est zoné blanc?
C'est zoné blanc. Les Pas servi- d'arbres. Les services sont-ils rendus? Les services se rendent, sauf qu'il faut regarder la problématique sur les stations de pompage et l'égout pluvial, où est-ce qu'on le sort. Fait qu'il faut faire des études. C'est pas demain la veille Ouais. qu'il va en avoir. Et pour avoir combien de maisons? Tu vas dire, c'est quoi le potentiel de maisons dans Saint-Eugène? Moi, je vais vous dire une chose. Des maisons de petites familles, puis des jumelés, puis tout ça, puis des blocs à Saint-Eugène, on en a beaucoup. OK. Moi, mon rêve pour ce terrain-là, c'est d'avoir des maisons de prestige. OK. Pourquoi Saint-Eugène ne pourrait pas avoir son lot de maisons de prestige? Donc, des grands terrains, là, pas des 5 000 pieds carrés, là, des 7 000 8 000 pieds carrés, avec des maisons, avec des garages doubles. Tu sais, de la belle clientèle dans Saint-Eugène, pourquoi pas? Mais potentiellement, il pourrait avoir quoi? 100, 200, 300 maisons à Ça bâtir? dépend, ça dépend de la grandeur de terrain que tu, OK. que tu y mets. Fait qu'on est en train de regarder ça. Au moins, tu sais, mettons des maisons de prestige, là, j'en verrais au moins 150, 200 peut-être. OK, potentiel. Oui. Mais donc, c'est un quartier qui est encore appelé à continuer de se développer là, dans l'avenir, là, à moyen-long terme, là, clairement. là. Absolument. Moi, à moyen terme, je veux voir ce coin-là se développer pour faire vivre nos commerces, faire vivre le Carrefour Saint-Eugène. Donc là, la campagne électorale, elle va ressembler à quoi? Moi, de ma part, ça va être bien tranquille. J'en ai fait 5. J'ai jamais. Moi, je vais cogner à mes portes, je fais mes téléphones, je parle pas de mes adversaires, je parle de ce que j'ai à faire. Moi, je vais faire ça très clean. Si mes adversaires veulent faire ça pas clean, ben ça sera leur problème. Je pense pas que les gens. Je pense pas que les gens aiment ça, là, la politique à l'américaine, là, avec des publicités négatives. Là. Mais si le maire Laplante s'avance là-dedans, ben, que grand bien lui en fasse, mais nous autres, on ne fera pas ça. Jean Fontaine, merci beaucoup. Bonne campagne. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. La Ville de Chambly amorce une nouvelle démarche de participation citoyenne, consultation, si vous désirez participer à ce processus, parce qu'à chaque fois que la Ville a besoin de conseils, d'aller chercher ce que la population en pense, c'est important aussi de le savoir. Donc, allez sur le site Internet de la Ville de Chambly pour pouvoir y participer. À demain. Bye-bye.